Dans le résumé de la 4e partie du livre Système 1, Système 2, on va remettre en question la rationalité humaine et voir comment nos choix se modifient. La théorie des perspectives. Considérez ces deux problèmes. Vous êtes sûr d'obtenir 900 € ou avez 90% de chances de toucher 1000 €. Que choisissez-vous? Et le second problème, vous êtes sûr de perdre 900 € ou avez 90% de chances de perdre 1000 €. Que choisissez-vous? Au premier problème, vous avez sûrement choisi les 900 €, et au second, vous avez probablement choisi de prendre les 90% de chances de perdre 1000 €. Lorsqu'on change de perspective, l'aversion au risque se transforme en recherche du risque. Face aux deux options de perte, on recherche le risque en fait. La certitude de perdre 900 € est pire que d'avoir 90% de chances de perdre 1000 €. On s'accroche à ce qui peut nous permettre d'éviter la perte. En fait, il est probable qu'on déteste plus perdre que l'on aime gagner. Le principe de l'aversion à la perte est le suivant. Quand on les compare directement les unes aux autres, les pertes sont plus impressionnantes que les gains. Les pertes l'emportent sur les gains. Considérez un pari à 50-50 où vous pouvez perdre 10 €. Quel est le gain le plus modeste susceptible de vous donner envie de parier? Si vous dites 10 €, alors vous êtes indifférent au risque. Si vous donnez un nombre inférieur à 10 €, vous recherchez le risque. Si vous répondez au-dessus de 10 €, c'est la preuve de votre aversion à la perte. Ce qu'on vient de voir par rapport aux deux problèmes peut sembler contradictoire, mais en fait il y a une petite différence. Dans les paris mixtes, c'est-à-dire où un gain et une perte sont possibles, l'aversion à la perte entraîne des choix où cette aversion elle est très nette. Dans les choix négatifs qui comparent une perte sûre à une autre encore plus importante mais seulement probable, la baisse de la sensibilité pousse à rechercher le risque. Les événements négatifs. Comme le souligne le psychologue Paul Rozin, le négatif supplante le positif de bien des façons, et l'aversion à la perte n'est que l'une des nombreuses manifestations d'une vaste domination de la négativité. En fait, un seul cafard peut suffire à rendre tout un bol de cerises écœurant, mais une cerise ne pourra jamais rendre attractif un bol de cafard. On peut trouver une explication de ce phénomène dans l'évolution. En effet, les organismes qui traitent les menaces, les mauvaises nouvelles comme étant plus urgentes que les opportunités, ont une meilleure chance de survie et de reproduction. Des mots chargés négativement comme guerre, crime, attirent très vite l'attention, plus vite que des mots heureux comme paix, amour. Il n'y a pas de menace réelle, mais le simple rappel d'un événement négatif est traité dans le système 1 comme une menace. L'aversion à la perte en est un parfait exemple de cet évitement du négatif. Événements rares et poids décisionnel. La théorie des perspectives affirme que les événements très rares sont soit ignorés, soit surestimés. Par exemple, la possibilité de mourir dans un attentat terroriste ou de gagner au loto. Le système 2 sait que le risque ou la probabilité est faible, mais ça ne suffit toutefois pas à éliminer le sentiment d'inconfort ou l'espoir suscité. Il est impossible d'éteindre le système 1. L'émotion est disproportionnée par rapport à la probabilité qui est en réalité infime. Mais pour le système 1, seul compte le fait que ce soit possible. La probabilité d'un événement rare est souvent surestimée en raison du biais de confirmation de la mémoire. En pensant à un événement, on le réalise dans notre esprit. Un événement rare sera surestimé s'il attire particulièrement l'attention. C'est l'émotion et l'intensité qui ont une influence sur la facilité avec laquelle nous formons des jugements de probabilité. Ça explique pourquoi on a tendance à réagir de manière disproportionnée face à des événements rares mais qui nous touchent émotionnellement, alors que certains événements rares nous passent totalement au-dessus de la tête et on les ignore avec facilité. Même si un événement sera surestimé ou ignoré selon qu'il attire ou non notre attention, la probabilité réelle qu'il se déroule ou non ne sera pas du tout dépendante de ça. Par exemple, quand on a 95% de chances de remporter un procès, les 5 derniers pourcents vont nous donner un fort sentiment qu'en fait, on n'a pas autant de chances que ça de gagner ce procès. La comptabilité mentale. Prenons deux personnes qui ont des tickets pour un concert. L'une a acheté le ticket à plein tarif à 70 € et l'autre personne l'a reçu en cadeau. Le soir du concert, une grosse tempête de neige empêche de s'y rendre. Les deux sont déçus, mais la première personne l'est davantage, car elle clôture sa comptabilité mentale sur un bilan négatif. Elle sera plus susceptible que l'autre personne de prendre quand même la route malgré la tempête. La décision de placer des ressources dans un compte mental déficitaire alors qu'il y a de meilleurs placements disponibles est ce qu'on appelle un sophisme des coûts irrécupérables.
Ce sophisme est ce qui conduit beaucoup de personnes à rester dans des emplois inintéressants, des mariages malheureux, etc. Pour avoir une autre perspective sur ce problème, il peut être intéressant de le reformuler en se demandant si on aurait voulu prendre la route si on avait reçu le ticket comme cadeau plutôt que si on l'avait acheté. La différence d'investissement entre les deux personnes fait que l'une des deux va ressentir davantage de regret à ne pas assister au concert. Le regret, c'est une émotion, mais c'est aussi une punition qu'on s'inflige. On en ressent face à ce qui ne s'est pas produit. Il est suscité par l'existence d'alternatives à la réalité. Mais il est possible de s'en protéger, en anticipant explicitement la possibilité d'en ressentir au moment où on prend une décision. De cette façon, il est possible qu'on en ressente moins. Il faut savoir aussi que le biais rétroactif a une influence ici, et souvent il nous sert de défense psychologique, comme l'avance le psychologue Daniel Gilbert. Les gens anticipent plus de regrets qu'ils n'en ressentiront en réalité. Même si on en ressent un peu, il est possible qu'ils feront pas autant mal que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Essayez la prochaine fois que vous devez commander un plat dans un restaurant, mais n'osez pas essayer autre chose de peur de regretter l'excellent plat que vous prenez d'habitude. De cette façon, vous pourrez comparer le regret anticipé et celui que vous aurez peut-être après avoir mangé le plat qui est différent de celui que vous prenez d'habitude. Effet de cadrage. Une autre façon dont nos choix peuvent être biaisés, c'est via l'effet de cadrage. La façon de présenter la même information suscite souvent des émotions différentes. On a fourni à deux groupes de participants une même information à propos d'une intervention chirurgicale, mais présentée de façon différente. Le taux de survie à 1 mois est de 90%. Il y a un taux de mortalité de 10% le premier mois. L'intervention chirurgicale a été retenue à 84% dans le premier cadre et à 50% dans le second cadre. Pourtant, les deux descriptions sont équivalentes d'un point de vue logique. Mais pour le système 1, le mot mortalité aura une forte charge émotionnelle négative, alors que lorsqu'on se concentre sur le taux de survie, ça semble encourageant. Recadrer un problème demande un effort au système 2, et celui-ci est paresseux. La plupart du temps, on accepte passivement la façon dont les problèmes sont cadrés, et par conséquent, on se rend rarement compte à quel point nos préférences sont dépendantes du cadrage plutôt qu'en prise sur la réalité. Bien que les humains soient sensibles à l'effet de cadrage, au biais cognitif, à l'aversion à la perte, qu'au verra, etc., ils ne sont pas pour autant irrationnels. L'irrationalité, c'est un mot fort qui connote l'impulsivité, l'émotivité et la résistance aux arguments raisonnables. En fait, ce que montrent ces études, c'est surtout que les êtres humains ont besoin d'aide pour rendre de meilleurs jugements, et que cette aide peut être utile pour éviter que nos faiblesses du système 1 et 2 soient exploitées par d'autres personnes.